D'ailleurs, derrière Heidsieck, là, c'est le reste d'une performance de Julien Blaine où il marche pieds nus sur des fruits et légumes qu'il écrase, qu'il a achetés le matin même au marché. C'est pour ça qu'il écrit, il bombe comme ça, je vais le prononcer un peu comme il fait, vous allez voir. Hein. Écriture! Écrire comme un pied! L'écriture, c'est le pied! Ça, c'est Julien Blaine, hein, ouais, c'est Julot, il est comme ça. Alors, on va le voir, et vous allez voir, Apollinaire l'a rêvé, Blaine l'a fait. Regardez-le bien, écoutez bien ce qu'il fait, et c'est vraiment, c'est un cours en même temps. Mais je crois que c'est précisément le pied. Alors, donc, je vais, voilà, l'envoyer. Donc là, c'est la fin de la prestation de Heidsieck. Vous allez voir, il va y avoir une étreinte d'artistes, c'est très joli. Et après, on va voir Blaine. Voilà. Voilà. Alors, il faut qu'il se... Voilà. Ça, c'est Blaine qui arrive par la gauche. On peut faire le noir. La langue n'a point d'os. La langue, c'est dans la bouche. La langue qui sort, la langue qui revient dans la bouche. La langue qui s'agite dans son palais. La langue qui bouge dans mon palais. La langue qui ressort dans la bouche. La langue qui heure dans la bouche. La langue qui ronge dans ma bouche. La langue qui ronge dans ma bouche. La langue qui passe dans les lèvres. La langue qui caresse mes lèvres. La salive de ma langue. La salive qui coule dans ma langue. La salive qui ruisselle sur ma langue. La barre de ma langue. La barre de ma bouche. La langue qui laisse mes dents. La langue qui caresse mes dents. La langue qui est dans ma bouche. La langue qui est dans ma bouche. La langue qui sort de la bouche. Les mots que j'ai derrière ma langue, l'air de ma langue, le souffle de ma langue, les mots de ma langue, la salive de ma langue, les mots derrière ma langue, les mots derrière ma langue, l'air qui vient de l'air qui part de ma bouche, l'air qui s'engouffre, l'air qui s'engouffre dans ma cage, l'air de ma cage. L'air de ma cage, l'air qui vient de ma cage, les mots de ma cage. Voilà. Alors, je sais pas trop comment on le sort, donc je vais te le laisser peut-être. Voilà. Et peut-être qu'on peut préparer la suite des opérations. Ça, c'est le côté normalement qui est dans les coulisses, mais bon, ici on fait tout à la main. Voilà. Donc, cette prestation s'appelle Langue, et G avec une petite apostrophe. Hein. Donc on peut le virer. Il arrive. Et il est sur un DVD qui accompagne un gros livre qui s'appelle Bye Bye la perf, publié aux éditions Aldante.
puisque Julien Glenn a décidé de dire adieu à la performance, mais non pas aux lectures et aux actions diverses qu'il continue à faire. Hein. Il est le fondateur de la revue Doc à Marseille, qui a une aura vraiment internationale. Voilà. Alors, je crois que ça met bien en relation la notion de poésie avec évidemment la notion de voix, mais avec la notion de souffle, avec la notion de corps. Donc je vais commencer à raconter un petit peu l'histoire. Poésie sonore, c'est un terme que j'emploie très peu personnellement. Je suis obligé un peu de l'employer parce qu'il est un peu passé dans le langage courant. Mais je parle plutôt de poésie scénique et de poésie enregistrée. Et à ce moment-là, on peut tracer une histoire. Celle de la poésie scénique, je la fais commencer en 1878 à Paris. Où c'est le moment où, vous voyez, c'est 7 ans après la Commune, hein. C'est avant la véritable instauration des lois républicaines dans les années 1880, et par conséquent, il y a, on peut penser qu'il y a un désir de parole et de réunion, et un jeune poète de Périgueux, dans le sud-ouest de la France, monte à Paris et il a cette idée de demander à des poètes qu'il connaît de venir lire ou réciter, comme on disait à l'époque encore, leurs poèmes devant un public. Et j'insiste lourdement là-dessus parce que les gens souvent me disent « mais on a toujours lu la poésie à haute voix, etc. » Eh bien, ils ont tous refusé au début, disant moi, j'écris mes poèmes, je les imprime, etc. Je veux bien les lire comme ça entre nous, dans des salons, des banquets, mais je ne vais pas aller les lire devant un public. Un public dans un café, vous voyez, hein, donc un public qui boit, qui fume, ça se passait dans le quartier latin, hein. Et donc il a fondé un club, ça s'appelait le club des hydropathes. Hydropathes, on peut gloser par ceux que l'eau rend malade, peut-être. Hein, voilà, parce que ça buvait ferme quand même, hein, et ça fumait beaucoup. Donc vous voyez, c'était un public dans le quartier latin, donc il y avait un public mêlé d'étudiants, de gens un peu frondeurs, etc. Hein. Et en fait, ils ont inventé la scène ouverte dont se réclament volontiers les slameurs d'aujourd'hui. Donc j'aime bien raconter aux slameurs que la scène ouverte, ça a été inventé en 1878 à Paris, hein, puisque tout le monde pouvait participer, faire partie de l'association. Évidemment, il fallait déclarer, il fallait une association déclarée, parce qu'à l'époque, le préfet de police veillait à tout ça. Mais tout le monde avait le droit, à condition d'avoir un talent, n'est-ce pas? Donc c'est assez sympathique comme... Voilà, donc ça a duré assez peu de temps, cette histoire-là, 2 ans. Hein. Mais des gens tout à fait importants sont passés par là, hein, comme Charles Cros, que vous connaissez, quand même un poète remarquable, et l'un des inventeurs du phonographe. Et l'un des clous des hydropathes, c'était Maurice Rollinat, dont tout le monde dit, il y a des témoignages, évidemment il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de vidéo de l'époque, hein, mais qui composait des musiques sur ses poèmes et sur les poèmes de Baudelaire. Et on dit qu'il avait un talent d'improvisation, et il faisait des bruits bizarres, des grimaces, des choses étranges avec le visage. Bref, comme le dit Émile Goudot, donc le fondateur des Hydropathes, qui n'a fait que le lire, ne connaît pas ce merveilleux artiste, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, et c'est là qu'on a quasiment la définition de la poésie sonore, n'est-ce pas? Il y a une dimension vocale, corporelle, d'action aussi, qui n'est pas
enregistré dans le texte, typographié, n'est-ce pas, dans le texte, écrit dans le texte qui est dans le livre, il y a quelque chose qui est de l'ordre du vocal, du corporel, de l'éphémère, de l'action, hein, du scénique, et qui outrepasse largement le texte écrit. Et ça, c'est peut-être la définition minimale, hein, de ce qu'on peut appeler poésie sonore, que je préfère appeler scénique, enregistré, action, poésie-action, c'est le terme que Bernard Heitzig préfère. Donc ça, c'est une histoire. C'est une histoire qui se continue dans un cabaret célèbre, qui est le Chat Noir, et qui a essaimé dans tous les cabarets européens, notamment allemands, donc à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, les cabarets expressionnistes allemands, et que l'on retrouve dans le cabaret le plus célèbre, qui est le cabaret Voltaire, fondé à Zurich en 1916 par Hugo Ball, et qui a été le lieu de naissance de Dada, comme chacun sait, n'est-ce pas, hein? Et chacun doit se souvenir, comme l'écrit très bien le camarade Michel Giroux, que peut-être vous connaissez, hein, le coyote. Il est venu là déjà, voilà. oui. El Coyote. Hein? Alors, Michel Giroux rappelle très fortement que Dada n'a pas commencé par des livres, par une revue, mais a commencé par des actions, des soirées, des poésies gueulées simultanément à plusieurs voix, avec la grosse caisse, etc. Hein? Donc quelque chose comme ça, dans une ambiance qui peut un peu rappeler celle des Hydropathes, puisque c'était une arrière-salle de café, hein, à Zurich, où les gens venaient, pas forcément pour écouter de la poésie, et surtout pas celle-là, n'est-ce pas, hein? Donc, il faut voir ça. Donc ça, c'est le côté scénique. Il reprend très nettement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec les lectures lettristes, dont on va avoir un petit aspect là. Mais il y a l'autre aspect, qui est la poésie enregistrée. Car 1878, année des Hydropathes, c'est aussi l'année de la fabrication du phonographe par M. Edison, n'est-ce pas? Le phonographe a été inventé en 1877 et fabriqué, commercialisé en 78. Et il y a des dates, n'est-ce pas? Il y a 1913 où tout un tas de poètes enregistrent à la Sorbonne, la vieille Sorbonne à Paris, n'est-ce pas? Qui était à la pointe de cette innovation, enregistre des poèmes. Alors évidemment, c'est pas de la poésie sonore, c'est de la poésie écrite, lue et enregistrée. Mais Apollinaire, on l'a bien vu dans le poème que j'ai lu tout à l'heure, Apollinaire a été inspiré, et j'emploie exprès le mot, n'est-ce pas? Inspiré, c'est aussi le souffle, n'est-ce pas? C'est le spire, hein? A été inspiré par cette expérience du phonographe, au point de répéter qu'il ne rêvait plus pour la publication de ses œuvres que de l'enregistrement et du disque, qui permettrait de créer des symphonies poétiques, hein, et qui offrirait aux poètes de demain une liberté de création insoupçonnée. C'est ce qu'il écrit dans la fameuse conférence sur l'esprit nouveau, mais c'est aussi ce qu'il a répété sans cesse, hein, et je me plais souvent à rappeler cette interview de 1917, donc la même année que le poème que j'ai lu tout à l'heure, La Victoire, où il dit le livre de poésie va disparaître, il sera remplacé par ses deux successeurs naturels, le disque de phonographe et le film cinématographique, qui à l'époque était muet, je rappelle, donc ça aurait été un travail visuel, hein. Donc il pense aux deux choses, et il ajoute mi-plaisamment, mi-je sais pas quoi, on n'aura plus besoin d'apprendre à lire et à écrire. Bon acte, hein. Voilà. Donc il y a évidemment une possibilité qu'il pense à quelque chose qui existait à l'époque, n'est-ce pas, et qui était
ces poèmes-là, Poèmes à crier et à danser, de Pierre-Albert Birot, créé en 1916-1917, n'est-ce pas? Alors, on voit bien, hein, Poèmes à crier et à danser. Si on le voit sur la page, c'est des lettres. Hein. C'est des lettres disposées sur la page. Bien. Mais comme le titre l'indique, on n'a pas le poème ici. C'était déjà la question des hydropathes et de Maurice Rollina, n'est-ce pas? Ce qu'on lit, ce n'est pas le poème. Le titre l'indique, le poème est à crier et à danser. Je ne vais pas le faire. Ici, je le fais, hein, je le fais même à plusieurs voix, hein, avec qui veut, vous voyez, et il doit donc être exécuté. C'est comme une partition, hein, musicale, qui demande évidemment l'œuvre de Mozart, elle n'est pas dans la partition, n'est-ce pas? Elle doit être exécutée. Et là, le poème demande à être exécuté. Crier et danser. Crier, c'est évidemment la voix, et c'est une voix, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle voix, n'importe quelle vocalité, hein, c'est une vocalité qui fait entendre véritablement le souffle. Et quand je dis souffle, je pense que c'était déjà sensible hier, par exemple, avec l'exposé sur Godard. Quand je dis souffle, je dis énergie en même temps, n'est-ce pas? Hein? À crier, ça veut dire qu'on va faire entendre l'énergie charnelle, pulsionnelle, donc organique, mais aussi de l'ordre de l'inconscient, hein, qui sous-tend la profération des éléments du langage. Ce sont les éléments du langage, n'est-ce pas? C'est de la poésie pré-lettriste, hein, qui combine les éléments du langage. Mais ces éléments du langage ne sont pas statiques, hein. Ils sont donnés dans leur énergétique. Voilà. Donc le A ou le O, hein, ou le ne sont pas, ne sont pas les phonèmes des linguistes, hein, qui sont très cadrés, très déterminés. C'est véritablement, hein, une énergie corporelle et pulsionnelle. C'est le désir de langage, hein, qui s'exprime par là. Et à danser, là, c'est le geste. Hein. Donc on a l'énergie du souffle et l'énergie du geste. Donc c'est corporel, hein, c'est sonore et c'est action. Alors ça, c'est 1916 quand même. Hein. Donc là, nous sommes dans l'invention véritablement d'une poésie soufflée. Ça passe par des choses que vous connaissez peut-être, qui sont les poèmes phonétiques de Raoul Haussmann, dadaïste allemand, hein, et de son ami Kurt Schwitters, la célèbre Oursonate. Ouais, j'aimerais que ça dise beaucoup à beaucoup d'entre vous, hein, parce que Schwitters, c'est quand même un des gigantesques artistes du XXe siècle. On peut dire ça? Ouais. Hein, je pense qu'on peut dire ça. Et sa face sonore n'est pas moindre que ses travaux plastiques et que ses écrits d'un autre genre. Alors je ne vais pas vous les faire entendre aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout faire entendre, mais il est clair que cette histoire passe par là. Et que c'est pas seulement une histoire sonore, c'est véritablement une histoire corporelle et scénique. Raoul Haussmann, par exemple, donc en 1921, ils ont entamé une tournée en Allemagne, en Autriche, etc., qui a été assez houleuse. Et il faut se souvenir du contexte historique aussi, hein, de l'Allemagne de cette époque-là. Donc les suites de la défaite de la révolution, la tentative de révolution spartakiste, qui allait aboutir à la montée du nazisme, etc. Hein. Donc on est dans une période très troublée. Et il se promène avec de la poésie de cet ordre-là, n'est-ce pas? D'ailleurs,
plus tard, Haussmann, interviewé, a dit, je crois, à Jacques Bondy, nous étions deux, et nous ne nous connaissions pas, Pierre-Albert Birot et moi, bon, voilà, pour créer cette poésie. Donc c'est pas seulement une poésie de lettres, vous voyez, quand on dit poésie de lettres ou poésie phonétique, on a tendance à passer à la trappe cette question du souffle. Hein. Phonétique doit inclure cette question du souffle comme énergétique du vivant, n'est-ce pas? Hein. Alors, Raoul Haussmann, il y a des photos de lui dansant ses poèmes de lettres, n'est-ce pas? Hein. Torse nu, avec une petite lumière, il y a des descriptions, hein, et dansant ce qu'il appelait son dada-trot. N'est-ce pas? C'était l'époque du foxtrot. Lui, il avait inventé le dada-trot. Hein. Et donc, une espèce de danse très très saccadée, comme ça, sur la rythmique de ces poèmes phonétiques. Et il y a aussi la description d'une performance, on peut appeler ça, de Kurt Schwitters, qui a été faite, je pense que c'est en 23 à Weimar. Il avait donc choisi la lettre W, comme Weimar, et la lettre W qui en allemand se prononce V, je rappelle. Et il est décrit ainsi par deux témoins, arrivant donc, c'était un congrès qui mêlait des dadaïstes et des constructivistes. Et il n'était pas très très connu en 1923 de ce petit monde-là, d'autant qu'il avait été, peut-être certains le savent, il avait été refusé par le club Dada de Berlin. Hein. Donc il est toujours assez marginal de ce point de vue-là, Kurt Schwitters. Et donc il arrive avec un grand W comme ça, hein, beaucoup plus grand que mes M et mes CCD, hein, avec un grand W, et il commence à faire le W, n'est-ce pas? C'est-à-dire à exécuter les W. Alors on n'a pas l'enregistrement, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait, mais enfin il est certain qu'il a exploité toutes les possibilités de dire V, hein, et de faire quelque chose sur le V. Hein. Alors vous pouvez imaginer par vous-même, éventuellement. Hein. Et ensuite, à la fin, il s'est présenté à chacun, n'est-ce pas, en disant « Je suis Kurt Schwitters ». Voilà. Donc c'est une performance scénique assez inattendue et assez neuve. On peut dire aussi, rappeler que Kurt Schwitters a intitulé son œuvre majeure « Ur-Sonate hein, », c'est-à-dire sonate des sons primitifs. Donc évidemment, là encore, on retrouve cette idée hein, d'aller chercher l'élément primordial qui lance hein, le son de chacun des éléments de la langue. Hein. Il intitule volontiers sa poésie « Poésie élémentaire hein, »,« élémentaire ». Voilà. Donc, ça c'est pour l'avant-guerre, et ça va évidemment rejaillir, je passe sur le détail, toutes ces recherches-là ont d'ailleurs été quelque peu recouvertes par le surréalisme qui s'intéressait à toute autre chose, et ça va rejaillir donc à la, dirais-je, à la libération, oui. Hein, il est pas là. Voilà, traité de bave, une restauration, et là il démarre. Donc, ça va aller. Donc, ce que je vais vous faire voir et entendre maintenant, j'espère que ça va marcher, mais ça a l'air bien parti. C'est donc 1951. Et alors, ça s'enchaîne très bien parce que hier, on a vu Jean-Luc Godard, et ce qu'on n'a pas dit, n'est-ce pas, c'est que Jean-Luc Godard, probablement, a été très influencé par le film dont je vais vous montrer un moment. Soit qu'il l'ait vu, soit que d'autres l'aient vu à sa place, et que, évidemment, cette histoire aboutit à un certain nombre d'innovations qu'on trouve dans les films de Godard, lequel n'a pas
absolument tout inventé, n'est-ce pas? Je ne dis pas ça pour diminuer le rôle de Godard, mais parce qu'il y a une histoire et que, bien sûr, hein, il y a toujours les gens avant. C'est Isidore Isou, fondateur du lettrisme, roumain comme Tristan Tzara, oui. Hein, et il faut s'imaginer ce type qui, dès 1942, donc dans sa Roumanie, dirigée par un gouvernement pro-nazi, n'est-ce pas, et donc antisémite, et Isidore Isou est juif, comme l'était d'ailleurs Tzara, hein, ce sont des juifs roumains, avec déjà toute sa théorie de la lettre hein, en tête et rédigée. Et en 1945, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa valise en carton, il quitte la Roumanie et direct l'Ouest, hein, comme le professeur Tournesol. Toujours plus à l'Ouest, et il arrive à Paris. Il ne s'est pas trompé, grâce à son pendule. Il arrive à Paris, il frappe chez Gallimard et il dépose son manuscrit sur le bureau de M. Gallimard. Hein. Donc le petit mec, il sait exactement où il va. Hein. Et son manuscrit, c'est Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique. Et sa théorie, c'est le lettrisme. C'est-à-dire, on va tout refonder à partir de la lettre, c'est-à-dire de l'élément hein, de base. Bon. Et donc, il a bien fait de se barrer, puisque après le régime pro-nazi, il y a le régime pro-stalinien qui s'installe en Roumanie. Donc, le voici. Et il recrute très vite des disciples. Et parmi ces disciples, celui sur lequel je vais un petit peu insister, qui est François Dufresne. François Dufresne, que vous connaissez sans doute, hein, comme compagnon des affichistes, hein, affichant les dessous d'affiches, etc. Et qui a aussi une œuvre poétique considérable. Un jeune homme très très cultivé, et qui va faire de la poésie apparemment pas cultivée du tout. C'est ça qui est intéressant. Une poésie qui recherche un certain primitivisme. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est un passage de son film, donc du film d'Isou, Traité de bave et d'éternité, qui donc a été présenté au Festival de Cannes, mais de façon tout à fait marginale. Ils ont fait un peu le forcing, je crois qu'ils ont un peu cogné même les gens du festival officiel, mais ça n'a pas marché. Mais ils ont quand même trouvé une salle parce que Isidore Isou était assez malin et il avait circonvenu un certain nombre d'écrivains de l'époque, notamment Jean Cocteau. Hein, et comme en plus il était très beau et que c'était des jeunes gens, Jean Cocteau n'était pas insensible, hein, semble-t-il, au charme de ces jeunes gens ambitieux et talentueux. Et donc, ils ont trouvé une salle et le film a été projeté devant une dizaine de personnes, dont un individu qui allait avoir une certaine importance, qui s'appelle Guy Debord, qui était là, qui était niçois, et qui va lui aussi faire des films très en marge, n'est-ce pas, hein. Donc, il y a une histoire de tout ce cinéma-là, mais ce n'est pas l'aspect cinématographique sur lequel je vais insister, sachant quand même que Isidore Isou est arrivé avec une théorie du cinéma, n'est-ce pas, hein, une théorie de ce qu'il appelle le cinéma discrépant, hein, c'est-à-dire dans lequel la bande-son et la bande-image sont indépendantes l'une de l'autre. Je ne développerai pas ici parce que c'est en même temps une théorie anti-hollywoodienne, hein, contre une certaine conception du cinéma qui était d'ailleurs imposé par le plan Marshall de reconstruction de l'Europe, avec contrepartie, par exemple, au cinéma, hein, que les films américains pouvaient envahir l'Europe, les salles européennes. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, il y a évidemment... alors ça commence, c'est très marrant, hein, ça commence, on a des... Alors, la bande-son, c'est une discussion de ciné-club, dans laquelle le personnage principal essaye d'imposer sa conception du cinéma. Bon. Et c'est la conception d'Isou. Et évidemment, il se fait injurier, ça chahute. Bon. Et après, il y a une histoire d'amour assez violente et crue à la manière d'Isou.
Et dans la troisième partie, il y a une lecture lettriste, dans laquelle se sont donné rendez-vous les deux personnages amoureux. Alors dans cette lecture lettriste, vous allez voir, j'espère que ça va bien marcher, parce que je dis, donc vous allez voir François Dufresne exécuter plusieurs poèmes lettristes à sa manière, mais c'est assez représentatif hein, de ce qu'on appelait, de la conception vraiment d'Izou et des autres lettristes. Et vous allez voir qu'en même temps, on va voir la pellicule peinte ou rayée, c'est de la pellicule de récupération, ça se voit à certains moments, hein, donc ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on entend. Donc vous allez surtout vous concentrer sur ce qu'on entend, mais vous allez voir qu'il y a quelques plans où on voit François Dufresne, et puis l'autre grand compagnon de lutte d'Izou, qui est Maurice Lemaître, et on les voit adossés au mur. Donc on les voit quand ils ne lisent pas, n'est-ce pas? Donc on entend la lecture de Dufresne, mais on voit Dufresne de dos, appuyé comme ça au mur. Et vous allez entendre quelque chose, vous allez voir quelque chose qui ressemble prodigieusement à des plans du cinéma de Godard. C'est que vous allez entendre à certains moments des textes théoriques assez violents. Et un type qui est là en train de fumer sa cigarette et qui écoute l'air de penser à autre chose, n'est-ce pas? On croirait les séquences militantes d'un film de Godard, mais c'est en 1951. Hein, donc je dis ça, voilà. Hein. Alors donc on va essayer de voir notre ami Dufresne, mais il faut que j'avance dans le film. Et là ça n'avance pas beaucoup. Alors, peut-être c'est là qu'il faut avancer, oui. Ah, il s'en va. Donc là, il s'en va. Donc, on revient, film. Normalement, c'est la 6e partie. Donc, est-ce que je fais ça? Il faut choisir le film. C'est le 6e chapitre. Voilà. Il n'y a pas les chapitres. Il n'y a pas les chapitres? Si, je sais pas, je ne vois pas. Mais tu peux le mettre sur le curseur. Là. Le film, il faut aller devant sur le film. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le premier chapitre. D'accord, très bien. Alors, si je fais ça... Tu le fais avancer, accélérer. Ça, c'est des chœurs électriques. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on entend des chœurs lettristes. Et vous pouvez même entendre, ça a été enregistré sur disque, comme l'indique le texte à un moment donné. Et vous allez entendre, en 1951, vous allez entendre à certains moments, le disque est à l'envers, n'est-ce pas? Et donc il y a du son enregistré à l'envers, avec ce fameux effet de souffle un peu bizarre. Et c'est bien avant que les musiciens, je ne parle pas des Beatles, hein, mais d'autres musiciens électroacoustiques innovateurs, se soient emparés du fait de passer les bandes à l'envers. Alors un petit peu de chœur lettriste, et puis on va essayer d'aller plus loin après. Non. Si je fais ça, non. Non.
pas comment on peut avancer. Faut jamais aller sur le dernier Ouais. parce que tu vas à 0. Alors, je sais pas comment on peut avancer parce que Non, normalement, non. ouais, Tu vas avancer. je vais aller au chapitre 6. Si on fait comme ça, c'est plus compliqué. Créateur de déglutition et de crachat, de tout créa... D'accord. Au lieu de laisser, Si, on peut. au lieu de... Alors vas-y. On va être ça y est. Pas trop. Ah oui, tu sais où tu est lavé de sa C'est vision. assez loin. Je suis avec mon grand amour. Et elle le croyait. Et Daniel le croyait. Et lorsqu'il l'amena chez lui, C'est bon? ensemble, elle a coupé le téléphone. Piètre pitre! Voilà. Piètre pitre! Ah, des jeunes gens Voilà. On va y qui arriver. prétendent que les mots sont épuisés est une banalité écœurante en tant qu'élément d'émotion poétique. Les lettres seules encore, jeunes gens qui prétendent que les mots sont épuisés est une banalité écœurante en tant qu'élément d'émotion poétique. Jeunes gens qui prétendent que les mots sont épuisés est une banalité écœurante en tant qu'élément d'émotion poétique. Les lettres seules encore, par leur sonorité, peuvent combiner la poésie et la musique dans un inédit breuvage plus proche des sensations spontanées. Mais ici, finit le second chapitre. Voilà, ça y est. Elle C'est bon. attendait Daniel dans la cave et avait retenu une place à côté d'elle. Ensemble, ils se laissèrent entraîner dans l'orbite de la folie lettriste, conscients que l'univers épuise ses drogues et s'en fabrique d'autres, conscients qu'il faut recevoir tout message neuf avec des oreilles d'enfant et non d'âne. Marche de François Dufresne. Tuhunna ditsim dahan, tuhunna ditsim dahuden, the hidden, dun bang dun, kin tan bin, tuhunna ditsim dahan. Tuhunna ditsim dahuden, the hidden, dun bang dun, kin tan bin. Ballon de lihan jabahe bom de ballon de lihan jabahe bom de tidups aedom de tidom de lihan bahe tidups et pagahom de tiri de batri d'autre boutre d'autre bout de vitre 4 votre boutre hectre vectre plectre jectre hectre vectre plectre jectre têtre dans têtre c'etre donc c'etre têtre bouc hempil surjouk san palex ogorax pempre yogon grec sans lungue. Dans les outils mécaniques, trombone, batterie, piano, éléments civilisés et compliqués, le jazz, c'est du primitivisme en faux col. Qu'est-ce que la poésie? C'est l'objet du désir de poésie, n'est-ce pas? Évidemment, c'est pas une tautologie. Hein, c'est poser qu'il y a un enjeu de désir, qu'il y a un objet de désir, donc un objet de jouissance. Hein, et cet objet de jouissance, évidemment, il est de l'ordre de la voix. La voix comme objet de jouissance, c'est pas réservé d'ailleurs à la poésie. Hein, c'est la voix de celle que j'aime, par exemple. Bon, c'est évidemment lié à ça. Hein. On sait bien qu'on peut être ému par une voix, etc. Mais il faut se reporter à l'époque très lointaine pour chacun d'entre nous où nous ne disposions pas encore du langage articulé, n'est-ce pas? C'est-à-dire lorsque nous étions bébés. Faites un petit effort,
hein, voilà, remontez dans le temps, à l'époque où vous étiez bébé. Qu'est-ce que vous faisiez, n'est-ce pas? Eh bien, vous criez beaucoup, vous faisiez beaucoup de gestes, vous faisiez des tas de choses avec la bouche, les lèvres, les doigts, le corps, etc. Hein. Et non seulement vous vous enchantiez de faire tous ces bruits-là qui n'enchantaient pas forcément ceux qui étaient autour de vous, hein, mais il y avait une énergie. Je ne sais pas si vous avez vous pouvez observer, n'est-ce pas, un bébé en train de crier, n'est-ce pas? Il peut y avoir une énergie invraisemblable. Hein. Une débauche d'énergie, pas d'articulation. C'est pas seulement une jouissance pour lui, ça peut être lié à des besoins. Il a faim, il veut maman, il veut qu'on le change, etc. Hein. Donc il n'a pas le langage articulé, donc il se manifeste comme ça. Donc il y a à travers ce langage non articulé un désir aussi de passer au langage articulé, parce qu'il l'entend autour de lui, n'est-ce pas, hein. Il se rend bien compte que c'est plus pratique pour dire qu'il a faim, hein, que de « on ne sait pas, qu'est-ce que t'as mon bébé ?» Bon, vous voyez, hein, c'est cet aspect-là des choses. Donc, le destin de l'infant, hein, donc celui qui ne dispose pas du langage articulé, le destin de l'infance, c'est de devenir un être humain, d'entrer dans le symbolique, d'entrer dans l'articulé. Mais pour faire ça, il faut qu'il perde beaucoup. Hein. Il faut qu'il perde justement cette débauche vocale, hein, tous ces bruits qui servent à rien dans le langage, dans une langue donnée. Hein. Il faut qu'il segmente, il faut qu'il fasse disparaître le souffle proprement dit, n'est-ce pas, hein. Il faut qu'il fasse disparaître toute cette débauche d'énergie qui est sous les éléments du langage, de façon à obtenir un langage propre, communicationnel, clair, n'est-ce pas, segmenté, articulé, socialisé. C'est pas une tragédie, c'est comme ça que nous devenons humains, n'est-ce pas? Sinon, on reste dans l'autisme, dans tas de choses comme ça. Cette humanisation est un gain, mais elle se perd, elle se paye. Hein, elle se paye d'une censure, d'une perte, ou, comme dirait tonton Sigmund, d'un refoulé. Hein. Et le propre du refoulé, je ne vous le fais pas dire, hein, c'est de revenir. Mais de revenir sous d'autres formes, parce que c'est jamais ce qui a été refoulé qui revient tel quel. Ça, c'est la psychanalyse qui nous l'apprend. Et elle n'a pas toujours tort, comme certains continuent à nous le répéter. Je ne dis pas que toute la psychanalyse, c'est la vérité, hein, mais il y a quand même des choses que la psychanalyse a mises au jour qui me paraissent tout à fait justes dans cette histoire. Et par conséquent, c'est peut-être le rôle de la poésie, l'un des rôles de la poésie, peut-être le rôle fondamental, je ne sais pas, hein, l'un des rôles en tout cas, l'une des fonctions de la poésie, il serait de faire revenir dans le langage articulé un certain nombre de ces choses qui ont été perdues justement par l'entrée même dans le langage articulé. Et c'est là que cette petite théorie que j'essaye d'articuler et de répandre un peu comme ça, me paraît expliquer au fond aussi bien la poésie la plus classique que la poésie la plus déjantée comme celle dont nous avons eu ici quelques exemples. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que la fameuse musique des vers, n'est-ce pas, hein? Le souffle poétique, on parlait hier du souffle lyrique, hein? Donc le souffle poétique qui parcourt les vers alexandrins de Lamartine, hein, ou ceux de Baudelaire, n'est-ce pas, dont on vante la musicalité, hein, le jeu de l'allitération, d'assonance, la belle harmonie rythmique, la recherche de rimes. Qu'est-ce que c'est, sinon tout ça, des suppléments totalement inutiles à la fonction de communication, n'est-ce pas, hein, mais des suppléments dont nous allons nous enchanter
qui sont donc des traces d'un désir ancien, pas véritablement formulé, n'est-ce pas, hein, et qui viennent donner, alors, un supplément d'âme, mais c'est pas de l'âme, en fait, c'est un supplément de corporéité, de vocalité, d'énergie, un supplément de jouissance, hein, un plus de jouir, on dirait, hein, aux phrases, aux mots, aux lettres qui sont employées dans le poème. Donc, usage classique de ce retour du refoulé. Mais à certains moments, ou chez certains, c'est une ouverture des vannes qui fait que le langage articulé va complètement céder. Vous voyez, c'est un peu le raz-de-marée. Hein. Aujourd'hui, on dit tsunami. Vous avez remarqué, le mot raz-de-marée a disparu de la langue française. Hein. On dit tsunami. Alors, voilà. Donc, il y a effectivement, dans l'histoire relativement récente, des moments, remarquons que ce sont souvent des moments de crise politique, de guerre, n'est-ce pas, l'époque d'Ada, le lendemain de la libération en France, etc. Hein. Il y a donc des moments où le langage articulé a peut-être plus de mal à se légitimer qu'à d'autres moments. Il y a une suspicion qui pèse sur le langage, sur les mots, parce qu'ils sont compromis dans les tranchées de 1915-1916, parce qu'ils sont compromis dans les camps de concentration, etc., qui font que des poètes sentent le besoin, au fond, hein, d'ouvrir totalement les vannes et de céder le passage à ce qui est plus élémentaire, à ce qui est plus antérieur, et donc, d'une certaine façon, à renourrir, à rebrancher le langage sur ces sources pré-articulées, n'est-ce pas, hein, il y aurait cette idée-là. Et cette idée-là, elle rejoint l'idée émise par Jean-Jacques Rousseau dans un traité fameux qui s'appelle Essai sur l'origine des langues, qui est paru après la mort de Rousseau, qui est aussi un traité sur la musique, et dans lequel il dit, alors bon, il ne traite pas la question exactement comme nous, mais il dit, au fond, à l'origine, on connaît bien hein, l'idée de l'âge d'or un peu fictif de Rousseau, hein, l'homme avant les malheurs de la propriété. Alors là, c'est un peu du même ordre. À l'origine, les hommes auraient parlé directement en poète, n'est-ce pas? Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, dit-il, le langage n'est pas né de l'expression des besoins. Pour ça, les gestes suffisaient, dit Rousseau, mais est né de l'expression des passions, n'est-ce pas? Et donc, on retrouve cette idée d'énergie corporelle et pulsionnelle. Hein, nous traduisons en ces termes-là parce qu'il y a eu Freud entre-temps, etc. Hein. Mais dire le langage naît à cause du besoin d'exprimer les passions, c'est du même ordre. Et donc il dit, voilà, les êtres, les premiers hommes ont fait de la poésie, n'est-ce pas? Et c'est après que ça s'est gâté, hein, c'est toujours le même schéma chez Rousseau, parce que y a eu la société, on a commencé à cacher ses passions, il y a eu les besoins de la politesse, de la communication, le langage a été utilisé à des fins instrumentales, hein, instrumenter autrui, etc. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, cette énergie primitive a disparu. Et on trouve sous la plume d'énormément de poètes, notamment du 19e et du début du 20e, des positions très, très semblables. Par exemple, Hugo Ball, donc allemand, fondateur du cabaret Voltaire, donc fondateur de Dada, en fait, n'est-ce pas, tient des propos du même ordre. Il accuse le journalisme, par exemple, hein, d'avoir complètement pollué le langage. Et donc, il faut retourner à un langage primitif d'avant les mots. Hein, et c'est, par exemple, ce qu'il fait dans ce célèbre poème Caravane. Hein, vous connaissez, c'est un poème
c'est un standard, on dirait aujourd'hui, hein, un classique Dada. Hein. Yolifanto, Bamla, etc. Hein, je ne vais pas vous le faire en entier, hein, mais il est là, hein, ces caravanes dont il explique la lecture mystique en ce qui concerne, hein, dans son journal La fuite hors du temps, qui est une des grandes œuvres européennes du XXe siècle, hein, La fuite hors du temps de Hugo Ball. Vous pouvez lire ça, hein, c'est vraiment une immense œuvre européenne. Donc, et alors il y a une formule de Nietzsche que j'adore, c'est encore un siècle de journalisme et les mots pueront. Et elle résume assez, parce que ce qu'ils appellent journalisme, ben l'armée aussi employait le terme de journalisme, etc. Hein, c'est-à-dire ce que Mallarmé appelle aussi, hein, l'emploi élémentaire du discours, hein, l'universel reportage, hein, c'est-à-dire ce qui est une manière véritablement de souiller ce langage des passions. Alors, le temps passe. Je vous aurais bien fait entendre pas mal de choses, mais voilà. Le temps passant. Alors je vais vous faire quand même un petit poème de... Après je finirai par un ou deux textes miens, et puis vous me poserez toutes les questions que vous voulez. Mon train partant dans l'après-midi, j'ai tout le temps. Hein. Alors je vais vous faire un poème d'un gars que j'aime bien, qui s'appelle Michel Seufort. Peut-être vous connaissez, hein, parce qu'il a été l'ami de Mondrian. Hein. Le premier à écrire un livre sur l'art abstrait. L'inventeur des dessins évidés. Hein. Vous voyez Michel Seufort, hein, son nom, c'est un pseudonyme, c'est un anagramme de Orpheus. Orphée, hein. Vous ne connaissez pas Michel Seufort, hein. C'est un grand bonhomme qui a traversé tout le siècle, le XXe, parce qu'il a vécu presque 100 ans. Et en 1927, il a écrit ce poème. L'œuvre de Michel Seufort aborde tous les registres, tous les genres, etc. Parce que là, j'ai beaucoup insisté, bien sûr, sur l'aspect phonétique, non sémantique, comment on peut dire, hein, sans mots, de la poésie dite sonore. Mais c'est parce que, bien sûr, vous allez avoir un truc sur Bernard Heidsieck, et Bernard Heidsieck, il emploie des mots, des phrases, etc. Hein. Et moi-même, j'emploie pas mal de mots et même des phrases, donc vous allez en entendre un exemple à la fin, là. Hein. Mais cette énergie élémentaire, quelquefois, donc, se donne sans l'enveloppe, hein, des phrases, de la syntaxe, de la sémantique, et ça peut donner quelque chose comme ceci, qui est donc 1927. Michel Seufort était l'un des premiers d'ailleurs à avoir compris ce que Kurt Schwitters cherchait à faire avec sa Ursonate. Et donc il a écrit, comme il était belge, flamand d'origine, hein, mais il a beaucoup écrit en français. Et là, on peut dire que c'est du français, même si c'est, vous allez voir, tout à fait phonétique, mais ça s'appelle « Tout en roulant les R ». Et vous allez voir que c'est un texte qui demande à une certaine maîtrise du souffle, et en même temps qui fait entendre quelque chose qui est de l'ordre du souffle. C'est pour ça que je voulais vous le faire live. Tout en roulant les R. Cor, ro, bo, ré. Car, 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 car. Cor, ro, bo, ré. Ra, 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 ra. Cor, ro, bo, ré. O,
Olovig, 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 Shang. Olovig, 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 ou ram, ram, oh, ram, ram, oh, ram, 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 ram. Olovig, 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 Olovig. Mirti, 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 ma. Mirti, 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 ma. Mirti, 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 ma. Mata, 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 Mirti, 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 Mirti. Mirti, 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 Mirti. La! Robo, robu, robo, robo, robu. Ring, 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 ring. Rang, 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 rang. Ding, dang, dong. Din, dan, dong. Din, dan, dong. 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 Dont je fais. Voilà. Bon, merci pour Michel Sefort. Hein. Donc c'est bien un poème français. Hein. Est-ce qu'on peut remarquer d'ailleurs que c'est assez clair que la Ursonate de Schwitters c'est vraiment un poème allemand, etc. Hein. Donc il y a un style linguistique en même temps dans ces divers poèmes phonétiques, poèmes sans langue, mais quand même. Alors juste une petite allusion à un phénomène en fait très ancien, puisqu'on le trouve dans la comédie grecque, la comédie athénienne, Aristophane. Et ce phénomène avait reçu une appellation qui est celle de pnigos. Pnigos, dont l'étymologie n'est pas claire, mais il faut quand même remarquer évidemment le PN du début, hein, qui fait évidemment penser au mot grec pneuma, et pneuma, c'est le souffle. Hein. Bon. Juste une autre parenthèse dans la parenthèse, hein, l'un des premiers compagnons d'Isidore Isou, qui a été très ami avec François Dufresne, à tel point qu'ils ont fait un mouvement dissident, hein, en créant l'ultra-lettrisme, c'est-à-dire on passait en dessous de la lettre, hein, c'est Gilles Volman, aussi célèbre pour des travaux plastiques. Volman a inventé un type de poème qu'il appelait le mégapneume. Donc c'est mégapneumie. Hein, donc c'était véritablement, c'est pour ça que j'avais titré ma petite intervention d'aujourd'hui, hein, le grand souffle. Mégapneumie, mégapneume. Hein, le grand souffle. Alors, ce pnigos, c'est un moment dans les comédies, et c'est intéressant que ce soit dans les comédies et pas dans les tragédies, justement, n'est-ce pas, hein, ça ne pouvait pas atteindre la dignité, hein, la gravité, la dignité de la hauteur à laquelle se situe la tragédie, mais ça peut marcher dans la comédie où il y a du corps, hein, il y a plus de corps dans la comédie, bien sûr. Et à un moment donné, donc, un monologue se termine par plusieurs vers
très courts qui doivent être dits d'un seul souffle, très vite, par le comédien, n'est-ce pas, jusqu'à épuisement, précisément, hein, du souffle, comme s'il s'agissait de vider, en quelque sorte, la tuyauterie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Il s'agit de la tuyauterie interne, hein, vider, en quelque sorte, la tuyauterie interne de tout son air, n'est-ce pas, hein, de toute cette soufflerie. Hein. Alors cette soufflerie qu'on peut peut-être entendre un tout petit peu, hein, avant de finir, dans un poème de François Dufresne, puisque je vous ai dit qu'il a fait sécession en quelque sorte, hein, avec le lettrisme d'Isidore Isou, pour créer ce qu'il appelait l'ultralettrisme. Et en ce qui le concerne, il a créé quelque chose qu'il a appelé l'écrit-rythme. Et donc nous sommes en 1953, et l'idée de Dufresne est la suivante. À quoi bon, comme Isidore Isou et Lemaître, créer tout un tas de nouvelles lettres, parce que voilà, Isou et Lemaître s'étaient aventurés à créer tout un alphabet pour rendre compte des sons du langage qui ne sont pas les phonèmes de la langue donnée, mais comment noter par exemple un clic, hein, comment noter un coup de glotte, etc. Donc ils ont inventé tout. Et Dufresne trouve ça complètement idiot parce qu'il dit il faudrait en inventer des milliers et des milliers, puisque à chaque fois on a des bruits différents, pas des bruits qui ne sont pas. Donc là, il faudrait qu'on se mette sur le ossature, en fait. Hein. On va mettre un petit peu de ossature. C'est le premier, donc c'est plus facile. Et donc, il a créé ce qu'il a appelé l'écrit-rythme. Et évidemment, l'idée, c'était que ça ne pouvait pas être noté, n'est-ce pas? Donc là, il n'y a plus de partition, même de partitions comme celle-ci, hein, ou comme le poème à crier et à danser de tout à l'heure. Hein, et le poème doit être soit improvisé en public, soit, ou même en même temps, enregistré directement sur le magnétophone. Et c'est ainsi que François Dufresne a créé directement, c'est le premier, hein, à avoir recouru au magnétophone pour créer directement ces cris-rythmes, donc à partir de 1953. Donc on peut en écouter un. Voilà, on va écouter le début. Oui, on en voit. Baisser le son, oui. Puis je vais dire.
donc je vous laisse découvrir, puisque le disque est inclus dans un livre tout à fait magnifique qui contient les œuvres complètes de François Dufresne, qui s'appelle Archimède, et qui a été publié par l'École nationale des beaux-arts. Donc ça m'étonnerait que vous n'ayez pas ça dans la bibliothèque ici. Sinon, il faut... Donc vous pourrez écouter tout à votre aise. Tout ça, vous voyez que les titres sont souvent très amusants, enfin c'est des jeux de mots, mais c'est des jeux de mots qui ont véritablement aussi une signification, parce que celui-ci s'appelle Ossature, n'est-ce pas, hein, avec l'idée évidemment de la saturation, l'idée du haut niveau, hein, en décibels, mais aussi l'ossature, c'est-à-dire on est dans l'os du langage, hein, comme ce qui nous rappelle la première phrase du Julien Blaine de tout à l'heure, hein, la langue n'a point d'os. Alors là, on est dans l'os. Aller chercher le langage jusqu'à l'os, n'est-ce pas, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais terminer. Et puis, je vous dis, hein, moi, je suis disponible, donc on peut poser. Je vais terminer par... je vais enfiler 2 morceaux de texte. Il y en a un qui pose la question de qu'est-ce que c'est que la poésie. Voilà. Donc, vous allez voir, moi, j'emploie des mots, hein, des phrases, le plus souvent. Hein. C'est très rare que je fasse des trucs purement phonétiques. Ça m'arrive, mais bon. Et donc je vais enchaîner. Hein, donc ça, c'est des fragments, hein, c'est des petits fragments de un poème assez long où j'essaye de répondre plaisamment à la question qu'est-ce que c'est que la poésie. Et puis ensuite, je vais enchaîner sur vraiment un poème de scène, mais je vais vous faire la fin. Hein, c'est un poème qui s'appelle Prose des rats. Et vous allez voir pourquoi j'enchaîne. Hein. Donc Prose des rats, au début, vous n'aurez pas le début. C'est une enfilade de jeux de mots sur la syllabe rat. Hein, voilà. C'est publié là-dedans, dans un petit livre qui s'appelle Prose des rats. Hein, voilà, avec des dessins de mon camarade Jean-Marc Canneret, vous connaissez peut-être, non, voilà. Il m'a fait des tas de museaux de rats tout à fait sympathiques. Voilà. Hein, Prose des rats. Parce que l'idée c'était que nous sommes tous les rats de quelqu'un, n'est-ce pas? Soit que nous soyons le danger, n'est-ce pas? Les rats, c'est ce qui vient vous dévorer. Hein, mais, ou soit que nous soyons pris au piège, n'est-ce pas? Les rats, c'est aussi ceux qui sont faits comme des rats. Donc, j'ai essayé de faire un poème là-dessus. Donc, je vous lirai le final, qui est consacré à la situation géopolitique de notre monde. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de rats partout. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par la poésie. Hein. Voilà. Poésie, c'est moi. Poésie, c'est toi. Poésie, c'est quoi? Poésie, c'est pas quoi. Poésie, c'est pas que toi ou moi. Poésie, c'est pas que ça. Poésie, c'est l'autre aussi. Poésie, c'est l'autre. Poésie, c'est pas que l'autre. Poésie, c'est pas qu'au tison. Poésie, c'est pas qu'avant les rameaux. Poésie, y a pas de quoi. Poésie, c'est ça. Poésie, c'est ça et ça. Poésie, c'est ça aussi. Poésie, c'est pas ça. Poésie, c'est pas ça non plus. Ça serait trop simple. Poésie, c'est les autres. Poésie, c'est l'enfer, comme disait l'autre. Poésie, c'est l'envers. Poésie, c'est les autres en moi, en toi. L'infini, c'est ça. Poésie, c'est l'endroit aussi. Poésie, c'est vice versi. Poésie, c'est les vers. Poésie, c'est les rêves. Poésie, c'est la prose. Poésie, c'est la pause. Poésie, c'est ni vers ni prose, ni maître ni esclave, ni rose ni betterave. Poésie, c'est tout ça à la fois. Poésie, c'est pas tout ça, mais quand faut y aller. Poésie, c'est toute une histoire. Poésie, c'est pas des histoires. Poésie, c'est une vieille histoire. Poésie, c'est un fond d'armoire, un fond de tiroir, un fond de miroir. Poésie, c'est l'espoir et le désespoir. Poésie, c'est inespéré. Poésie, c'est savoir et ne pas savoir. Poésie, c'est l'insu, l'insufflé, l'insu insufflé. Poésie, c'est l'insuccès assuré. Poésie, c'est plier. Poésie, c'est peser. Poésie, c'est crever. Poésie, c'est ni crever, ni pas crever. Poésie, c'est nique. Poésie, c'est nique et panique. Poésie, c'est l'influx. Poésie, ça reste à creuser.
poésie sérieuse, poésie sérielle, poésie rieuse, poésie pieuse, poésie plurielle, poésie moins réelle. Poésie c'est la douceur, poésie c'est la douleur, poésie c'est le dompteur dompté, poésie c'est l'indompté, poésie c'est l'impensé, poésie c'est l'impensable pensé, poésie c'est ni rêver ni pas rêver, poésie c'est tout, poésie c'est tout autour de moi, de toi, de Vaduz. Poésie c'est rien, poésie c'est hier, aujourd'hui ou demain, poésie c'est tout ou rien, poésie c'est recto cerveau, poésie c'est des mots, poésie c'est démodé, poésie c'est des mots de trop, poésie c'est des mots et c'est pas des mots, poésie c'est des mots ni pratiques ni pas pratiques, poésie c'est des mots ni cratiques ni pas cratiques, poésie c'est ni cratile ni pas cratile, poésie c'est le hic et le nunc, le nec et le plus ultra, le funk, le junk, le punk, poésie c'est pourri, poésie c'est pour rire et c'est pas pour rire, poésie c'est pour mourir et pour ne pas mourir, poésie c'est qui vivra rira et qui mourra pourrira, ou qui mourra rira et qui vivra pourrira. Poésie c'est pourrira bien qui pourrira le dernier, ou rira bien qui pourra le dénier. Poésie c'est les rats, poésie c'est l'arrêt sur l'inimage, poésie c'est ramage et plumage, grammage, grimage, image, inimage, rage, orage, mirage, etc. Poésie c'est etc. Ah, pour un cas, c'est un caravelle. Carabi, carabou, caramel, caramou, ras du sol et ras du cou, ras des villes et ras des goûts, des gouttoirs, des trottoirs et des abattoirs, ras des armoires et des dépôts, toirs, ras du matin ou du soir. Espoir ou désespoir, ras des gouffres, des goulags, des stalags, des jetlags, de la jet set, what a drag, c'est pas des mythes, c'est pas des blagues. Rat blanc, rat noir, rat gris, rat roux, rat de Stalingrad et rat de Bagdad, rat de Beyrouth, rat de Kaboul, rat de Zagreb et rat de Mossoul, rat de Séoul, du Darfour, des Carrefours, rat de Rangoon et rat de Saint-Flour, rat de nulle part et rat de toujours, rat des Zup, rat des Tags, rat des Stupes et rat des Flags, rat de Gaza, rat de Basra, de Tirana, de Fatima, de Ramallah, rat de Lima, de Fallujah, rat de Biskra, rat de Sheba, de Saïda, rat de Jaffa, rat de Rafah, rat de Damas ou de Carpentras, rat d'Arras, rat de partout, de Las Vegas et de Tombouctou, rat de Neuilly, rat de Bercy, rat de Clichy, rat de Vichy, rat de Paris, rat de Moscou, de Baïkonour et de Cotonou, de Tiananmen et de Katmandou, rat de Cayenne et de Bien Bien Phu, rat d'Harlem et de Mostaganem, rat de Wagram, de Collégramme, de Télégramme. Et 10 et 11 et 12, rat de Vaduz, c'est tout autour, rat de Bam. Rat de Manille, de Managua, de Manhattan, d'Erevan, rat de par-ci, rat de par-là, rat de Madras et de Sumatra, rat de Tokyo, de Bamako, de Macao, de lavabo. Rat de Pigalle, rat d'Éal, en cavale, rat de Rungis, rat de Tunis, rat de Babel ou de Babel-Web, rat de Babord, rat de Tribord, rat des ports, d'Amsterdam, de Rotterdam, de Notre-Dame. Rat des corps et rat des âmes, rat de Chatou, rat de Kourou, rat de Bakou, rat de Kuba, si. Rat de Tikrit, rat de Grozny, rat de Madrid ou de Tbilissi, et de Karachi, de Kigali et de Biribi. Rat d'Irkoutsk et de Pompéi, rat de Karnak, rat de Baalbek, rat de Bangkok et de Sharm el-Sheikh, rat de l'arnaque et du carnet de chèques, rat de Bicoque, de monocoque et de staphylocoque, Saphir around the clock. Rat de Zurich et rat de Munich, rat de Narvik, rat de Tobruk, rat de Kirkuk et de Pernambouc. Rat de Khartoum et rat de Tougourt, rat de Dunkerque ou de Tamanrah, 7, rat de Carcut, 8 ou de Château, 9, et 4, et 5, et 6, et encore, et encore, et encore, rat d'Angkor et de Tripoli, rat de Tilsit, rat de Spitak, rat de Kronstadt, rat de Rastatt, des Carpates ou des Appalaches, rat de Bering et rat du Ring, rat de Dublin, rat de Berlin, rat de Bahreïn ou du Bas-Rhin, rat de Flint, rat de Flins, rat de Verdun, 2, 3, rat de Bunker, rat de bon cœur, rat de l'arrière, rat d'ailleurs, rat noir, rat gris, rat blanc, rat roux, rat de marée, rat de chaussée, rat pelé, rat muselé, rat des vignes et rat des choux, rat d'église et rat d'igloo, carabi, carabou, caramel et caramou,
Tzara, Fouchtrou. Ciel, ah ça, mais que fait l'homme de quart à fond de cale? Ah, mais c'est le cara, ciel, c'est le cara, le cara, bon, le caramel, caracolant, le cara, djebel à tout bout de champ, le carabout de Jean qui fiche le camp. C'est le bateau du capitaine Haddock. Vous l'avez reconnu. Rat noir, rat gris, rat roux, rat blanc, rat du col et rat du sang, rat des villes et rat des champs creux, des champs clos, champs de bataille, champs de basse-fosse, rat qui ronge ou rat qui gratte, rat songeur, rat farceur, rat d'auteur, rat de la plonge et rat de l'asphalte, d'Italie, de Westphalie, rat de l'enfer ou du paradis, rat, et 13, et 1000, et 20, et 100, rat, des dortoirs, des parloirs, des miroirs et des foutoirs, des mouroirs, des trous noirs, rat, des grands soirs et des petits matins, des ris, des riens. Rat des champs de gloire, champs de glaise, champs de foire, rat des caves et des greniers, rat musclé, rat botté, rat casqué, rat d'honneur au champ d'horreur, rat de panzer et de supertanker, rat des champs de peur, rat des chandeleurs, champs d'abattage, champs d'épandage. Rat des ligues et rat des clans, fracas d'ara, boucan de toucan, rat bien qui rat le dernier. Le rat est mort, vive le rat! Merci à vous. Merci à vous, j'ai été bien long, mais je ne vous ai pas fait écouter tout ce que je voulais vous faire écouter. Donc, À suivre. à suivre, affaire à suivre. Mais vous pouvez les suivre par vous-même parce que maintenant on trouve tout. Il y a encore 10 ans, c'était très difficile. On avait ça sur des cassettes un peu merdiques et tout. Là maintenant, vous allez sur Internet, UbuWeb. Vous connaissez le site ubu.com? Vous avez plein de choses fabuleuses, hein, et ailleurs. Vous tapez les noms des mecs, là. Dufresne, tac tac. Impeccable.